Bonsoir à tous et bienvenue sur Maritima TV. Marseille, de nouveau victime de narcomicide. Aujourd'hui dans l'actualité, 2 personnes sont mortes cette semaine suite à la lutte qui oppose les clans de la DZ Mafia et des Blacks. Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, a tenu une conférence de presse hier pour expliquer le déroulement des faits. Un reportage de Flavio Noriga. 2 assassinats d'une sauvagerie inédite, ce sont les mots du procureur de Marseille Nicolas Besson pour décrire les 2 morts liés au narcotrafic la semaine dernière. Le premier homicide a eu lieu dans la nuit du 2 octobre. Un mineur de 15 ans recruté pour une mission d'intimidation et poignardé à 50 reprises. Pour se venger, un membre de la DZ Mafia actuellement en détention à Luynes organise des représailles. Le détenu de 23 ans, détenu au centre pénitentiaire de Luynes, estimant que l'on avait tué un de ses jeunes, entre guillemets, quelqu'un de son équipe, et pour une question d'honneur, décidé d'exercer la vengeance et commandité toujours depuis sa cellule l'assassinat d'un membre du clan adverse. Pour ce faire, il recrutait exactement de la même manière, par le biais des réseaux sociaux, un mineur âgé de 14 ans. Ce dernier, accompagné d'un autre adolescent, se rend dans la nuit du 3 au 4 octobre aux abords de la cité Félix Piat avec un chauffeur VTC qui n'est pas lié ni de près ni de loin au trafic de stupéfiants. Mais tout ne va pas se passer comme prévu selon le procureur. Ils croisent sur la voie publique à proximité de la dite cité leur cible, ou en tout cas une personne qui pouvait ressembler, qui pouvait être cette dernière. Ils vont demander au chauffeur du Bolt, à monsieur Ramdan, de les déposer, de les attendre puisqu'ils avaient quelque chose à faire. Très vraisemblablement, à ce moment-là, la version est naturellement sujette à caution. Ce qui est évident, c'est que M. Ramdan n'obtempère pas à la demande des 2 individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Juste après ce meurtre, les 2 adolescents s'enfuient. Le meurtrier appelle son commanditaire qui, pour une raison qui reste encore à déterminer, va contacter la police et leur donner la localisation du tueur en revendiquant cet acte de la DZ Mafia. Les 2 enquêtes sont encore en cours. Le tueur de 14 ans et le commanditaire ont déféré ce dimanche devant le parquet. Concernant le meurtre du chauffeur de VTC, Nessim Ramdam, il était footballeur et éducateur sportif. Les clubs de football par lesquels il est passé dans le département lui ont rendu hommage. Le mineur, auteur du tir, a lui reconnu en garde à vue que le coup était parti accidentellement. Il a été placé en détention provisoire. Benoît Payan, le maire de Marseille, était l'invité de Rue de la République hier. Attente du gouvernement Barnier, avenir du plan Marseille en grand, réponse aux critiques de son action et celle du printemps marseillais, mais surtout main tendue à la métropole sur les déchets. Le maire de Marseille est revenu sur l'état de saleté de la ville et tend la main à Martine Vassal. La métropole a comme première compétence, c'est la seule chose que je lui demande, quasiment, de nettoyer la ville. Elle n'arrive pas à le faire. La ville est pourrie. Ça ne fonctionne pas. La ville est sale. La ville, c'est un restaurant à ciel ouvert pour les rats. Et je me retrouve dans une situation où, et c'est normal, pour les Marseillais, dans la tête des Marseillais, c'est au maire de nettoyer. Et moi, je n'ai plus envie de dire, c'est pas moi, c'est la métropole, c'est pas moi, c'est la région. Si Martine Vassal a besoin d'aide, et elle en a besoin, moi, je suis prêt à l'aider. Je suis prêt à dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour Marseille. Parce que franchement, les poubelles, elles sont pas de droite et elles sont pas de gauche en fait. Ça suffit cette bataille, finalement, où seuls les Marseillais trinquent à la fin. Mais travaillons, la ville est sale. Donc moi je suis prêt à dire à Martine Vassal, et je lui fais une proposition ce dimanche sur votre plateau. Martine, voyons-nous dans la semaine pour voir ce qu'on peut faire ensemble sur la question de la propreté. Dans mon bureau, dans ton bureau, où tu veux, mais faisons-le pour les Marseillais. Benoît Payan était au micro de Didier Gesualdi et Léo Purguette de la Marseillaise. Les problèmes d'emploi du temps de la fac d'ALLSH sont quasiment réglés. Depuis la rentrée, les élèves s'étaient plaints de ne pas avoir eu leur emploi du temps et donc de louper des cours à leur insu. Mais que s'est-il passé ? Est-ce que les cours loupés seront rattrapés pour les élèves ? Explication dans un reportage de Flavio Noriga.
La rentrée a été mouvementée du côté de la fac d'art, lettres, langues et sciences humaines d'Aix. Pendant les 2 premières semaines, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés sans emploi du temps et donc contraints de manquer des cours ou de les suivre dans des salles ou amphis trop petits par rapport au nombre d'élèves. On écoute des étudiants en première année de sociologie et de psychologie. On s'est retrouvés 3 semaines environ sans emploi du temps. Et sans groupe de TD aussi. On débute à la fac et du coup, moi je suis encore un peu perdue comment m'organiser avec les cours et là, j'ai même pas pu apprendre à avoir une organisation normale, quoi. On se retrouve sur toute la longueur, les étudiants sont assis par terre. Je suis désolé, mais quand on arrive en L1, quand on se retrouve à devoir assister à un cours magistral pour la première fois, on arrive et qu'on doit s'asseoir par terre, je suis pas sûr que ça puisse contribuer à l'émancipation de ces élèves. Ce problème est dû au retard de la signature du nouveau contrat de la fac, validant la manière dont les cours et les élèves sont répartis dans l'université. Il peut s'expliquer en partie par le changement de direction de la faculté en mars dernier, selon le doyen Guy Lecek. Ce dernier assure que tous ces problèmes sont quasiment résolus. Il est non seulement en partie, mais il est presque totalement résolu. Cette semaine-ci, les derniers étudiants devraient avoir leur emploi du temps, ceux auxquels il manquait bien évidemment. Il demeure aussi quelques cours sans salle, parce que ces demandes ont été formulées tardivement, mais l'on voit avec le concours de la faculté de droit comme la faculté dite FEG, nos voisines, comment celles-ci peuvent accueillir ces nouvelles demandes de cours. Les cours manqués pourront être rattrapés par les étudiants grâce à des contenus sur la plateforme Amétis et aussi lors de la semaine avant les examens qui est prévue pour rattraper les cours à la demande des professeurs. Depuis ce week-end, le pont Levant de Martigues est endommagé. Le grand port maritime de Marseille précise que le pont est consigné à la circulation maritime jusqu'à ce mercredi 9 octobre. Contrairement à la semaine dernière, les voitures et les piétons pourront circuler. Nous vous tiendrons informés de l'évolution, de la réparation et de la reprise de l'activité maritime. Au Proche-Orient, Israël commémore le premier anniversaire de l'attaque du Hamas. C'était le 7 octobre dernier. Il y a un an, une attaque sans précédent contre Israël entraînait la mort de plus de 1200 personnes, principalement des civils. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui en disant, je cite, que la douleur demeure aussi vive qu'il y a un an. L'association Tous 7 octobre a collé en France, notamment à Aix et Marseille, des affiches dans les rues avec les visages des otages en captivité. Après être resté à Gaza, le conflit s'étend aujourd'hui jusqu'au Liban. L'établissement français du sang recherche 60 000 donneurs de plasma supplémentaires. C'est le chiffre fixé pour 2025 pour soigner des patients toujours plus nombreux et ce, grâce aux médicaments dérivés du plasma pour répondre à un enjeu de souveraineté sanitaire. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a besoin, elle, de 5 000 donneurs supplémentaires pour répondre à ses besoins. Alors, pour faire un don, toutes les informations sont disponibles sur leur site internet de l'établissement français du sang. En football, l'heure de la trêve internationale a sonné pour les clubs de Ligue 1. L'OM a plutôt mal terminé le dernier bloc de ses matchs de septembre-octobre avec une défaite à Strasbourg, puis vendredi soir, un nul à domicile face à Angers, un but partout. Au moment de faire un bilan après 7 journées de championnat, le coach Roberto De Zerbi reste positif. Confirmation avec cette explication dédiée aux supporters. No, penso che ancora siamo come attacco il secondo miglior attacco. Alors non, je pense que quand même au niveau offensif, on a encore la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1. C'est vrai qu'on a fait 2 matchs qui n'ont pas été très beaux, mais 5 des 7 matchs qu'on a fait ont quand même été bons. Donc qu'est-ce que je peux dire aux supporters ? Leur dire que je suis désolée. Je pense qu'on est tous désolés. On voulait tous être premiers avant la trêve, donc réussir à remporter le match de Strasbourg et ce match-là. Après, voilà, je ne demande pas du temps, mais ce que j'avais dit un peu déjà, j'avais répondu après un match sur les sifflets qu'il y avait eu contre Wayé après le match de Reims. J'avais dit quand on est à Marseille, quand on est dans des endroits aussi chauds, voilà, il y a toujours un aspect où on a par exemple 2000 personnes qui nous attendent à l'aéroport à Lyon, et de l'autre côté on peut avoir ces sifflets voilà, quand on n'est pas satisfait du match. Donc je pense qu'il faut quand même nous retenir chanceux. Je pense qu'on est quand même chanceux, le club, moi-même, d'être ici, de faire les choses, et la meilleure façon de dire les choses, c'est en le faisant sur le terrain, c'est en prouvant les choses sur le terrain, c'est en nous entraînant de manière sérieuse. Campo, tutte le partite, in campo tutti gli allenamenti e fare le cose serie. L'OM est 3e de Ligue 1 à 5 points de Monaco et 3 du PSG. Les Marseillais non partis en sélection reprendront l'entraînement mercredi en fin de journée. Le prochain match de Ligue 1, c'est le dimanche 20 octobre à Montpellier à 20h45.
Report du match et nul décevant, les joueurs martégons ont eu du mal à profiter de leur supériorité numérique en Corse. Le FC Martigues ramène 1 point de ce déplacement compliqué contre l'AC Ajaccio avec 1-1. Pourtant, leurs adversaires se sont retrouvés à 10 puis à 9 avec les exclusions de Santelli et Kouassi. On retrouve les joueurs le vendredi 18 octobre pour la réception de Rodez. Mais pour l'instant, le match est fixé au stade Vélodrome, mais la situation pourrait évoluer dès demain. Qui dit mois d'octobre rose dit lutte contre le cancer du sein. Dans la cité phocéenne, c'est par la course qu'on soutient la recherche. La 3e édition de Marseille en rose a eu lieu hier dans le parc de la Maison Blanche dans le 9e arrondissement. Et avec toujours plus de monde, un reportage de Flavio Noriga. Et plutôt, allongeons les traitements. Trouvons de nouveaux traitements. L'armée des t-shirts roses est de retour à Marseille. Pour soutenir la recherche contre le cancer du sein, l'association Marseille en rose a organisé sa traditionnelle course. Une épreuve qui a attiré plus de 1500 personnes cette année, un nouveau record de participation qui remplit de joie le président de l'association. 1500 participants, coureurs, marcheurs, plus les enfants et puis plus toutes les familles qui viennent encourager les participants. Donc oui, le parc il va être bien plein. Non, il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien qui nous arrête. Pour lutter contre le cancer du sein, il n'y a rien qui nous arrête. Et montrer de la solidarité, c'est être soudé autour d'un événement national qu'est Octobre Rose. Et pour ça, embarquer tout le monde pour avoir le maximum de dons. Les fonds récoltés par cette course seront reversés directement à l'Institut Paoli Calmette qui prévient, recherche et contribue à la lutte contre le cancer du sein. C'est donc pour soutenir cette cause que les participantes et participants sont venus en nombre avec le sourire, bénévoles ou coureurs, tous ont voulu montrer leur soutien malgré la météo. Même qu'il y ait la pluie et tout, on s'en fout. Ouais. On a tous une femme, une maman, des sœurs et du coup c'est important de pouvoir montrer notre participation. C'est encore plus mixte et puis il y a une bonne ambiance, ils font en sorte que les gens se sentent bien, il y a la musique, ils ont prévu plein de stands d'année en année, c'est de plus en plus complet et puis ça tient à cœur et ça fait franchement il y a une émotion quand même pendant cette course. Si vous avez loupé cette journée et que vous souhaitez tout de même participer à ce combat, vous pouvez toujours effectuer un don sur le site don.institutpaolicalmette.fr. On continue dans le sport. En handball, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France nationale a été effectué hier. Promus cette année en Star League, les handballeurs d'Istres recevront le tenant du titre, le HBC Nantes. Une rencontre compliquée qui aura lieu le 10 ou 11 décembre prochain. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en début de championnat et Nantes s'était imposée à domicile, même si les Istriens avaient réalisé un bon match. En tout cas, ce sera une très belle affiche à la halle polyvalente. Une fois de plus, la foire agricole de Martigues a fait grand bruit. Sur le cours du 9 septembre à Jonquière, tous les passants se sont arrêtés pour aller jeter un coup d'œil et ils ont croisé plusieurs animaux, mais aussi découvert des animations liées au monde agricole. Les uns comme les autres se sont amusés. Flavio Noriga était aussi sur place et il vous a rencontré. Traditionnellement, on est quand même une zone agricole. Il faut encore qu'il y ait des animaux. Expliquer un peu aux gens ce que c'est les animaux, comment ils se comportent. Et comme les gens doivent se comporter aussi avec les animaux. C'est dans le but un peu éducatif. Ils voient des animaux, il y a des animations, c'est hyper varié. C'est de mieux en mieux chaque année. Et puis ça fait découvrir les tracteurs aussi notamment, ça fait découvrir un domaine agricole qui est assez peu développé chez nous et pourtant qui est quand même bien présent. Quoi. Et vous êtes un peu essayé au lasso, alors comment ça s'est passé ? C'est pas brillant. Apparemment il faut vraiment avoir un coup de jambe, pas de main, attention. Mais le monsieur s'en sort beaucoup mieux que moi. Non, c'est cool, mais c'est sympa, c'est des choses qu'on n'aurait jamais fait dans un autre contexte. Quoi. C'est bien organisé, c'est très libre. Voilà, en plus il fait beau, donc c'est agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué C'est vrai qu'on est resté un petit peu devant le petit cochon. Elle a bien apprécié, donc ouais, le petit cochon. On reste dans les sorties de ce week-end avec la halle polyvalente qui a accueilli les fans de culture asiatique, japonaise et fantastique. Le 13e édition du salon Éternellement Manga a permis aux cosplayers de s'en donner à cœur joie et les plus nostalgiques ont replongé dans le monde de Bernard Minet, présent sur scène. Chanteur et comédien, il a marqué les générations avec ses génériques cultes, notamment avec Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque ou encore le collège Fou Fou Fou. De quoi raviver des souvenirs.
Avis aux amateurs de paranormal, le chasseur de fantômes et youtubeur Le Grand JD a passé la nuit dans le château de Marignane. Cette mairie est tentée, c'est le titre de la vidéo de ce youtubeur aux 4 millions d'abonnés pour sa série Fantasma. Le but, passer une nuit dans les lieux les plus hantés du monde pour filmer, enregistrer et capter tout événement mystérieux. Et cette fois, c'était à Marignane, dans l'actuel hôtel de ville réputé pour être hanté par des esprits turbulents. Il était accompagné d'un autre passionné, le vitrolais Rémi Manfredini, alias JRM Paranormal, et ce dernier revient sur cette nuit d'août. Ça fait un petit moment qu'on parle ensemble avec le Grand JD. On a dit qu'il cherchait un lieu vraiment atypique, insolite pour ses vidéos. Et moi, du coup, j'ai directement pensé à la mairie de Marignane parce que tout s'y prête. Déjà, c'est hyper insolite de pouvoir enquêter dans une mairie. C'est énorme que la municipalité nous fait confiance, surtout de pouvoir tourner dans ce bâtiment. On a eu toute une sorte de bruit, des bruits très bizarres. Alors c'est vrai qu'on est quand même en plein cœur de la ville de Marignane, donc il y a des bruits qui peuvent s'expliquer, mais là c'était vraiment des bruits qui provenaient de l'intérieur de la mairie. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu des voix. Alors là, dans la dernière vidéo, j'ai pas compris ce qu'ils nous disaient, mais lors de ma précédente venue, j'ai cru entendre justement le prénom Victor. Et ça m'a fait froid dans le dos parce que Victor s'est rattaché à l'histoire de cette mairie. Et pour tous ceux qui voudraient savoir qui est Victor, eh bien c'est le prénom d'un enfant qui est décédé sur les lieux. Mais pour en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur maritima.fr ou directement sur la vidéo YouTube. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Maritima.